Merci beaucoup. Alors, il y a mon PowerPoint qui va normalement être diffusé. On peut aller directement à la slide suivante, même celle qui la succède. Voilà. Donc, il y a un petit sommaire pour mon intervention. Donc, je vais traiter de la question de l'engagement des jeunes et plus principalement de leur défiance envers les institutions, mais aussi essayer d'explorer différentes formes d'engagement qui les préoccupent, qui les privilégient. Et le sommaire va mettre en avant 3 axes principaux. Donc, dans un premier temps, on va voir comment les jeunes comment les institutions permettent de renforcer ce sentiment de méfiance et expliquent la crise de confiance qui existe aujourd'hui. Ensuite, je vais aborder l'essor du do it ourselves, qui sont justement ces différentes formes alternatives d'engagement qui concernent les jeunes. Et enfin, pour conclure, je vais présenter différentes pistes de réflexion pour préparer l'avenir de cette jeune génération. Prochaine slide. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était important pour moi d'expliquer quelques notions. Aujourd'hui, il y a 5 générations qui coexistent en société, en démocratie. On a tout d'abord la génération dite silencieuse. Donc, ce sont les personnes qui sont nées entre 1928 et 1945, comme vous pouvez le voir sur la slide. Ensuite, on a les baby boomers. On entend souvent parler de cette génération. Viennent ensuite la génération X. Et après, la génération qui nous intéresse, donc c'est la génération Y, qui est aussi appelée millennials. Donc ce sont toutes les personnes nées entre 81 et 95. J'en fais partie. Et après, les générations Z ou Gen Z. Voilà, donc ce sont toutes les personnes qui sont nées après 96 et 97. Ça dépend des sociologues et des experts. Donc pourquoi j'ai voulu parler de ces catégories? Parce qu'elles servent souvent de repères chronologiques pour expliquer des tendances et des enjeux culturels. Après, c'était aussi important pour moi de mettre en avant le fait que les jeunes, c'est souvent perçu ce terme comme un bloc hégémonique. Donc il y a souvent ce terme qui est utilisé comme si les jeunes allaient de soi. Mais on oublie souvent que ça recouvre différentes réalités. Donc pour pouvoir mettre en place cette présentation, je me suis appuyée sur la définition qui est proposée par l'INSEE, qui définit les jeunes comme étant des personnes âgées de 18 à 29 ans. Donc je n'en fais plus partie, à mon plus grand dam, même si je reste jeune dans ma tête, hein, bien sûr. Donc ça comprend les millennials et les Gen Z, et ça représente 13% de la population, un peu plus de 13%, et 9 millions de personnes. On peut aller à la prochaine slide et entrer vraiment dans la première partie, qui est la défiance envers les institutions et la démocratie représentative. Et on peut poursuivre. Si je vous demande ce que François Fillon, Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac ou encore Bernard Tapie ont en commun, qu'est-ce que vous auriez à me répondre ? Voilà, donc j'entends beaucoup de sujets autour de la finance. Effectivement, toutes ces personnalités politiques, ces responsables politiques, ont été condamnés à des peines d'inéligibilité ou de privation de droits civiques allant de 1 ou à 10 ans. Et en étudiant le sujet, je me suis rendu compte que c'est vrai que souvent, toutes ces lois de moralisation, de transparence de la vie politique, elles surviennent souvent après des scandales financiers. Mais il y a quand même un paradoxe qu'on constate, c'est que lorsque ces scandales rattrapent les responsables politiques, ils changent de discours. Il y a un peu une forme d'hypocrisie qui se met en place. Et d'ailleurs, récemment, peut-être que vous l'avez vu dans les médias, mais Gérald Darmanin, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, a jugé que c'était choquant que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter aux élections. Il y a aussi Christian Estrosi qui, lui, a dit que l'automaticité des peines d'éligibilité pour les élus condamnés est un principe dangereux.
Donc voilà, c'est une position très paradoxale, puisque justement Darmanin et Estrosi, ce sont tous les deux des membres d'une majorité qui a soutenu ce principe et qui l'ont voté au Parlement en 2017. Donc c'est assez aberrant qu'ils tiennent ces propos-là. Et toutes ces contradictions et ces scandales à répétition renforcent le sentiment, particulièrement chez les jeunes, mais pas que ces institutions sont déconnectées de leurs propres règles et des valeurs qu'elles prétendent incarner. C'est intéressant qu'on parlait des valeurs tout à l'heure avec le panel de jeunes et on se rend compte que nos responsables politiques ne les défendent pas, en tout cas ne les incarnent pas comme ils devraient le faire. Et c'est comme ça que plein d'expressions, entre guillemets, comme les responsables politiques sont tous les mêmes ou que la politique est corrompue, s'installent durablement en société. Et d'ailleurs, cette défiance, elle ne se limite pas uniquement aux institutions, aux individus, je veux dire. Justement, ça s'étend aux institutions parce qu'elles sont perçues comme étant complices, voire même inefficaces face à ces dérives. Et c'est tout ce climat qui favorise l'abstention, mais aussi une remise en question profonde de la démocratie représentative. Prochaine slide. C'est un dessin un peu marrant que j'ai voulu vous présenter, mais qui rend compte d'une réalité un peu moins marrante. Donc, les jeunes votent moins que leurs aînés, c'est un fait, et voient de facto leurs préoccupations souvent reléguées au second plan. Parce que c'est vrai que les responsables politiques vont avoir tendance à se concentrer, à se focaliser sur leurs électeurs qui peuvent leur assurer une réélection. Et même si la jeunesse, elle occupe souvent une place centrale dans leur discours politique, on va souvent entendre parler de candidats de la jeunesse, on se rend compte que les politiques, elles peinent un peu à suivre. Et d'ailleurs, moi, j'ai quelques exemples à vous citer. Il y a eu la baisse des APL, il y a eu l'échec de Parcoursup, il y a eu, je pense que vous avez abordé ce sujet-là hier, de la crise du logement. Il y a eu un manque de rénovation des logements étudiants, ce qui a entériné la précarité qui existait déjà auprès de cette génération et l'explosion des emplois précaires. Pourtant, parce que j'essaie un peu de nuancer mon propos, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Il y a eu par exemple le Service national universel, le SNU. Je vous entends rire. Est-ce que vous savez à combien s'est élevé l'investissement de ce programme? 2 milliards d'euros. C'est énorme. Et ça montre quelque part qu'il y a de l'argent public qui est consacré à la jeunesse, mais c'est quand même difficile à comprendre que c'est mal distribué, que c'est mal ciblé, et que ça ne répond pas aux problèmes structurels et aux besoins de la jeunesse aujourd'hui qui restent minés dans leur quotidien. Prochaine slide. Donc face à ce monde en crise, les jeunes se perçoivent souvent comme une génération sacrifiée. Donc c'est une expression qu'on entend souvent, génération sacrifiée, génération perdue. Et leur santé mentale est durement mise à l'épreuve à cause de ça. Et cette santé mentale, elle a notamment été affectée pendant la crise du Covid-19. Donc là, sur la slide, il y a cette pancarte du mouvement des étudiants fantômes qui avait été mis en lumière à la période de la pandémie parce qu'il y a eu une vague de suicides qui a frappé de plein fouet les étudiants qui étaient victimes de précarité et d'isolement. D'ailleurs, je veux bien qu'on retourne à la slide précédente parce que je vous ai mis la photo d'un article. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du Covid, on voyait partout sur nos écrans des files interminables de jeunes devant des banques alimentaires. Et là, l'article que je vous ai mis sur la slide, il date de septembre 2024. Donc ça montre que encore aujourd'hui, malheureusement, les jeunes n'ont pas forcément accès à une nourriture correcte et c'est déplorable. Et ça, c'est notamment dû au fait que pendant la crise du Covid, ils ont été privés de jobs étudiants, de petits boulots, ce qui a fait qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de jeunes qui peinent à joindre les deux bouts. Prochaine slide. La précédente. Bon. C'était un diagnostic bien sombre, je vous l'accorde, mais très réel.
Moi, je pense qu'il est temps d'aspirer à un peu plus d'espoir. Donc, dans la deuxième partie, je vais revenir sur différentes formes que recouvre l'engagement des jeunes. Donc, même si la défiance des jeunes envers les institutions traditionnelles existe, ça ne signifie pas qu'ils se désintéressent de la politique, bien au contraire, ou bien des grandes causes. Ils réinventent l'engagement en empruntant des chemins alternatifs, loin des circuits certes classiques comme le vote ou les partis politiques. Et dans cette deuxième partie, on va explorer justement toutes les causes qui mobilisent les jeunes, les formes d'action qui privilégient, en mettant notamment l'accent sur le rôle essentiel des réseaux sociaux dans leur mobilisation et dans ce nouveau écosystème de participation politique. Prochaine slide. Les causes qui mobilisent les jeunes. Alors, les jeunes se mobilisent. Alors, c'est pas représentatif de toutes les causes sur lesquelles ils se mobilisent, hein, bien sûr, mais j'ai dû faire des choix. Et j'ai cristallisé ma présentation autour de 3 causes qui, pour moi, ont mis en avant différents mouvements de grande envergure. Donc les jeunes se mobilisent massivement sur des causes qui les concernent, qui résonnent avec leurs préoccupations profondes et leur vécu. Alors tout d'abord, il y a eu le mouvement pour le climat, qui s'est intensifié notamment en 2018 avec des figures comme Greta Thunberg. Et c'est une époque où les jeunes n'ont vraiment pas hésité à descendre dans les rues pour rejoindre des marches pour le climat ou même pour adopter des nouveaux modes de vie plus durables pour réclamer justement un avenir plus vivable. Ensuite, on a eu le mouvement MeToo qui s'est créé un peu en parallèle en 2017 après le scandale, enfin l'affaire Weinstein, j'ai un peu du mal avec la Weinstein. Donc ça a libéré la parole sur les violences sexistes et sexuelles. Et ça a mobilisé toute une génération qui est bien décidée à ne plus laisser l'impunité des agresseurs. Ensuite, on a la lutte contre les violences policières et le racisme systémique. Donc ça a pris une ampleur particulière en 2020 après la tragédie de la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase « I can't breathe » qui résonne toujours un peu dans nos esprits et ça a eu un impact considérable outre-Atlantique parce que ça a permis de relancer aussi des débats en France. Donc il y a eu des mobilisations emblématiques dans les rues, notamment à travers la lutte de Assa Traoré pour son frère Adama Traoré. Et il y a eu des milliers de personnes, notamment beaucoup de jeunes, qui se sont mobilisés pour dénoncer les violences faites aux minorités. Prochaine slide. Alors, vous l'avez bien compris, plutôt que de se limiter à des élections tous les 5 ans, les jeunes aujourd'hui préfèrent des initiatives concrètes et quotidiennes pour agir sur les causes qui les tiennent à cœur. Et je trouvais que c'était un dessin, j'adore les dessins, intéressant que vous pouvez voir à gauche. Donc c'est un papa qui demande à son enfant « Hey, t'es allé voter ?» Il dit « Non, je fais un sitting. » Enfin, je sais plus ce qu'il dit, j'arrive pas à lire. Mais en gros, il explique le « do it ourselves » politique. Désolée pour mon anglais. Ça signifie la politique à se faire soi-même. Donc ça a été expliqué par une chercheuse qui s'appelle Sarah Picard et ça consiste à s'engager de manière directe et décentralisée en dehors des canaux traditionnels de la démocratie représentative. Donc les jeunes choisissent aujourd'hui de manifester ou encore de se mobiliser sur des plateformes de pétition en ligne pour soutenir leurs convictions. Donc tout ça pour expliquer le fait qu'ils ne veulent plus déléguer leur pouvoir aux responsables politiques, ils reprennent justement le pouvoir parce qu'ils cherchent à influencer eux-mêmes les décisions et agir par eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce type d'engagement se traduit aussi par des boycotts ciblés. Donc, au-delà d'aller manifester, signer des pétitions, ils vont aussi plus loin, les jeunes. Ça leur permet vraiment de passer à l'action de manière très tangible. Et j'ai 2 exemples assez parlants. Pour faire pression aux entreprises et au gouvernement. Par exemple, le soutien au mouvement Free Palestine, ça a conduit certains jeunes à boycotter des produits en provenance des colonies israéliennes. De même, l'essor du mouvement pour le climat a incité de nombreux jeunes à boycotter la fast fashion et notamment la marque Shein, qui est connue pour causer énormément de pollution et aussi profiter des conditions précaires de ses employés.
Ok, je vais aller très vite. Est-ce que j'ai fini? Prochaine slide. Le rôle des réseaux sociaux, en 3 mots, je vous ai donné l'exemple du jeune engagé. Donc, c'est un jeune que j'avais accompagné quand je travaillais chez Change.org. Il avait lancé une pétition pour demander à l'industriel Ferrero de retirer l'huile des palmes de ses produits. Donc, c'est Johan Reboul. Et aujourd'hui, c'est un jeune engagé qui crée des contenus sur les réseaux sociaux autour de la cause écologique. Donc les réseaux sociaux, ça permet de rassembler des personnes et de créer des communautés très fortes. Ça permet aussi de sensibiliser et d'informer. Donc là, je vous ai mis un post qu'il a publié sur le Black Friday pour montrer que c'est une arnaque en fait. Qu'en réalité, il y a très peu de réductions qui sont réellement pratiquées. Et après, ça sert à mobiliser. On va passer à la prochaine slide. Désolée, j'accélère parce que j'ai envie de vous présenter quand même la dernière partie qui est plus liée à l'espoir. Ah oui, donc ça c'est le Z-Event, donc c'est un événement caritatif qui permet à des streamers, des youtubeurs de pendant un week-end, c'est un peu le téléthon en fait je dirais des youtubeurs, pardon, mais vu qu'on est dans la période, et des streamers, et ça a permis cette année de rassembler plus de 10 millions d'euros. Et ce que je trouvais intéressant dans cet exemple, c'était le fait que les jeunes, quand on va les interroger, en tout cas les jeunes qui ont participé activement au Z-Event, ils vont dire qu'ils ont plus confiance en leurs streamers et youtubeurs préférés qu'aux personnalités politiques, parce qu'ils se sentent plus proches d'eux et ils estiment qu'ils sont plus transparents aussi. Prochaine slide. Et là, je vous ai juste montré l'exemple de Emmanuel Macron qui avait justement invité McFly et Carlito, qui sont les youtubeurs. C'est la chaîne YouTube qui rassemble plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, il les avait invités à l'Élysée dans une tentative de renouer le lien avec des jeunes. Mais bon, tout ça pour dire que c'était plus de l'entertainment politique que de la vraie politique. C'était un peu désolant. Mais bon. Je pense que là, on peut passer très rapidement à la dernière partie, l'espoir. Enfin, l'espoir. Comment on prépare l'avenir? Premièrement, prochaine slide. Prochaine slide. Ah oui, l'enseignement moral et civique, j'en fais mon cheval de bataille. Très rapidement, en 2023, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il allait doubler le nombre d'heures dédiées à l'enseignement moral et civique, en faire une priorité. Et au final, rien. Il n'y a aucun budget qui a été alloué à cet enseignement-là. Donc il y a 18 heures par an qui sont allouées pour les lycéens et 30 minutes par semaine pour les collégiens. C'est minime, alors que ça permet vraiment de mieux s'informer sur les institutions politiques. Moi, à titre personnel, quand j'ai quitté le lycée, je me suis retrouvée en 2009 à voter pour mes premières élections, qui étaient les élections européennes, sans savoir concrètement quel était l'enjeu, l'impact de ces élections dans mon quotidien. Et j'aurais bien voulu être mieux informée, même si je sais qu'on ne peut pas demander à l'école de résoudre tous les maux de la société, mais je pense qu'on peut renforcer cet enseignement pour permettre aux jeunes de participer activement aux élections. Ensuite, comment on peut mieux préparer l'avenir? La lutte contre la malinscription électorale. Donc, je suis membre du comité d'orientation d'une ONG qui s'appelle À Voter. Et l'un des... Avec Kenza qui se trouve aussi à notre table. Ouais, ok. Bon, en gros, c'est le fait qu'on n'est pas inscrit au bureau de vote proche de notre résidence. Et ça touche près de 8 millions de personnes en France. Et enfin... Comment on peut préparer mieux l'avenir en investissant les espaces de pouvoir, qu'ils soient politiques, institutionnels, associatifs et médiatiques. Donc j'ai ajouté le volet médiatique, parce qu'à la base, les sociologues estiment qu'il y a 3 espaces d'engagement et de citoyenneté principaux. Et pour moi, le médiatique, il est important. Et là, j'ai mis l'intervention qui était très remarquée de Feriaz Barka, qui est le cofondateur de Banlieue Climat. Et pour moi, c'est important que les jeunes soient écoutés à des heures de grande écoute pour permettre à d'autres jeunes d'être inspirés et de s'impliquer aussi activement. Mais on peut s'impliquer aussi dans des associations et dans les espaces politiques pour répondre à ce qu'on appelle l'endogamie sociale, redéfinir un petit peu de nouveaux visages et s'assurer qu'on renouvelle la démocratie.
Voilà, prochaine slide. Ah oui, bon, là c'était juste pour vous dire comment moi je prépare l'avenir aussi avec les jeunes. Donc j'organise des ateliers débats, des interventions aussi dans les quartiers populaires parce qu'il y a, c'est des zones où il y a beaucoup d'abstention et j'ai écrit un essai qui s'appelle Voter, est-ce encore utile, qui est d'ailleurs à la vente ici. Et voilà, du coup ça fait partie de mes activités d'aller à la rencontre de différents publics pour les sensibiliser. Et la fresque aussi de la démocratie, c'est un jeu collaboratif que je peux aussi proposer pour des personnes qui veulent un peu comprendre les rouages de la démocratie.